à toutes et à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, je vous accueille pour un panel dédié à la Coupe du Monde de football de la FIFA 2030, donc Mondial 2030. Maroc, un futur champion économique en pleine accélération. Nous allons explorer aujourd'hui les perspectives économiques du Maroc à l'horizon 2030 et les initiatives et les stratégies susceptibles de propulser le pays vers un avenir prospère. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Madame Kaoula Lachgar. Madame Kaoula Lachgar, donc c'est la directrice du pôle stratégie et développement de la Caisse de dépôt et de gestion. Madame Samia Terzaz, directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et Monsieur Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate and Investment Banking de Attijari Wafa Bank. Alors, à 6 ans du coup de sifflet du lancement donc de la Coupe du Monde, je pense qu'il est important déjà d'identifier le potentiel d'opportunité. Et ma première question va se tourner donc vers Samia. Quel est, selon vous, le potentiel d'opportunité qu'un événement d'une telle ampleur pourrait rapporter à une économie mondiale ? J'irai sur l'économie du Maroc. Le potentiel est clair. Si on doit... j'ai deux niveaux de réponse. Un niveau, je dirais, chiffré, quantifiable, et un autre niveau dont je vous parlerai plus tard. Le premier niveau, au niveau chiffre, au regard des dernières éditions des Coupes du Monde, il y a un premier driver qui est celui de l'investissement. Et le deuxième est celui qui est l'impact de dynamisation du PIB. Même si le format aujourd'hui de la Coupe du Monde 2030 est sur 3 pays, on peut voir au regard des dernières Coupes du Monde qu'en termes d'investissement, ça a pu rapporter en termes d'investissement entre 4 et 14 milliards de dirhams d'investissement, notamment en infrastructure. Et sur la partie dynamisation du PIB, entre 13 et 26 milliards de dollars d'impact sur le PIB, et ce de la date d'annonce de la Coupe du Monde à la date de tenue, l'année de tenue de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui pour le Maroc, sur l'investissement, on estime en additionnel, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'engagements qui ont été faits, à peu près 5 milliards qui seront dépensés notamment dans les infrastructures, et on estime à peu près à 1 point de PIB par an sur l'ensemble de l'année, je dirais, de maintenant à 2030. Ça, c'est pour la partie chiffrable. Sur la partie non chiffrable, je dirais, c'est le soft power. On va recevoir plus des centaines de milliers de touristes de toutes les nationalités. L'expérience doit être, qui vont venir assister, l'expérience doit être très satisfaisante. Donc ce seront les ambassadeurs de la destination au Maroc, donc avec un impact sur le secteur touristique et pas seulement important. On verra aussi une offre, je dirais, de tourisme sportif se développer, une accélération très très forte de toute la partie digitalisation, parce que voilà, on va devoir améliorer nos services, ticketing, transport. Et donc, je finirai rapidement par rapport... ça sera également un accélérateur, un bond aujourd'hui pour l'économie. Typiquement, dans le cahier des charges, on doit avoir la 5G. Donc, la 5G sera mise en place avant. Un point, je dirais, d'attention. Il faut, je pense qu'il va falloir investir au bon niveau. Pour éviter le risque d'éléphant blanc comme ce qu'on a pu remarquer notamment au Brésil. Et donc, pour conclure, des opportunités énormes pour l'économie marocaine, avec bien sûr à gérer correctement. Merci beaucoup Samia. Donc effectivement, une multitude d'opportunités, des projets qui vont être portés donc à grande échelle et qui vont viser notamment à la transformation globale du pays. Et à ce titre, Kaoula, j'aimerais bien avoir votre avis sur, selon vous, quels sont les secteurs clés qui vont vraiment jouer un rôle dans la transformation du pays. Alors j'aimerais d'abord rappeler que le processus de transformation économique au Maroc, c'est un processus dans la durée, donc il s'est accéléré sur les 10-15 dernières années.
portée d'abord par un investissement significatif dans le développement des infrastructures de base, donc modernisation, routes, autoroutes, ferroviaires, portuaires, portait également sur une amélioration de la gestion de l'aménagement des territoires en termes de définition d'évocation des territoires et d'équilibre territorial. Ces éléments sont les éléments de base pour développer l'investissement. Un deuxième élément significatif, c'est toute la gouvernance publique depuis la Constitution de 2011 et ses déclinaisons en termes de gestion de la gouvernance de l'administration publique. Et enfin, un deuxième cycle de transformation qui s'est enclenché post-Covid, nouveau modèle de développement. Et là, une insistance sur la sécurisation de l'initiative privée, l'entrepreneuriat, aussi un focus pour orienter cette initiative vers des activités à forte valeur ajoutée. Je pense notamment à l'industrialisation à grands pas du Maroc, avec le Maroc qui devient premier exportateur d'automobiles en Afrique. Donc cette transformation, c'est un process. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des métiers d'avenir et aussi des contraintes du présent et du futur. Samia a parlé de la digitalisation. Il y a 15 jours, le Maroc a annoncé sa politique ou sa stratégie pour la digitalisation avec des ambitions fortes. Typiquement, passer en indice e-gov de la 100e à la 50e place en 6 ans. Augmenter les exportations digitales en doublant le revenu dessus à l'horizon 2030. Augmenter la part de création d'emplois du digital avec des mesures très concrètes d'initiation fiscale, d'accompagnement, de formation et de création de talents. L'autre sujet très important, c'est qui est une contrainte, mais aussi une opportunité, c'est la problématique liée au stress hydrique et les 5 années de sécheresse consécutives du Maroc. Donc il y a des enjeux sur la sécurisation de l'approvisionnement en eau et à imaginer des solutions innovantes, aussi bien en efficience de consommation, mais aussi en production, donc les dessalements d'eau de mer. Et on sait que c'est très consommateur en énergie. Conclusion, comment verdir cet effort d'énergie sur le dessalement. Ça me ramène à un dernier aspect qui est donc la durabilité, les énergies renouvelables et l'efficience énergétique, qui est aussi un sujet très intéressant pour tout investissement sur les prochaines années pour acter cette transformation de l'économie marocaine. Merci beaucoup. Effectivement, on a parlé opportunités, on a parlé secteur et marché prometteur. Je pense maintenant qu'il est essentiel d'aborder le sujet du financement. Et effectivement, Youssef, comment Attijari Wafa Bank aujourd'hui prévoit-elle donc de soutenir le financement de projets structurants pour la transformation du Maroc à l'horizon 2030? Oui, merci beaucoup. Bon, comme ma collègue vient de le souligner, d'abord, il faut bien voir que nous sommes dans une trajectoire de long terme. Et c'est très important de situer cette trajectoire de long terme et de dire que la Coupe du Monde est une étape d'accélération d'un processus qui a été entamé depuis près d'un quart de siècle et qui a permis au Maroc de construire des grands fondamentaux en matière d'infrastructure, en matière de durabilité, en matière de socle industriel de base. À titre d'illustration et pour être chiffré, si vous prenez le secteur de l'énergie, sur lequel le secteur bancaire a été fortement impliqué en format Project Finance, dans tous les développements d'énergie éolienne du Maroc, le Maroc a quadruplé sa capacité électrique en l'espace de 20 ans. Un quadruplement de la capacité électrique. Le Maroc a franchi le seuil des 40% en mix énergie renouvelable dans le total capacité et ambitionne de dépasser les 52% dans le mix énergétique marocain, avec une très forte implication des institutions financières et avec la publication du Maroc, de l'offre Maroc Hydrogène, qui va également créer un nouvel écosystème dans le domaine de la production énergétique dans les provinces du sud du royaume. Si vous prenez les grandes verticales sur la mobilité, le Maroc a également multiplié par 4 le réseau autoroutier sur les 20 dernières années et ambitionne de bâtir 1200 km d'autoroutes supplémentaires. La mobilité ferroviaire également avec la ligne grande vitesse, la connectivité internationale avec le port de Tanger-Méditerranée, tous ces projets se sont faits là aussi avec le concours du secteur bancaire dans le cadre de syndications locales et de syndications internationales élargies, avec un nouvel élan à l'horizon 2030 qui concerne l'accélération de ces initiatives dans l'énergie, dans la mobilité, avec dans le domaine de l'eau une accélération extrêmement importante puisque 8 centrales de dessalement vont voir le jour à horizon 2030 avec une capacité de 1,2 milliard de mètres cubes qui vont nécessiter là aussi des enveloppes de financement importantes. Et puis enfin, sans oublier l'industrialisation dans laquelle le Maroc a enregistré des victoires importantes dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique avec des vrais écosystèmes industriels intégrés dans le domaine des TPME et une ambition 2030 extrêmement importante nourrie par la charte d'investissement qui ambitionne d'inverser le ratio investissement public, investissement privé avec la création d'emplois industriels, avec le levier du fonds souverain Mohamed VI
qui va permettre d'injecter 15 milliards d'euros dans des projets industriels structurants et avec l'émergence de nouveaux écosystèmes industriels autour, par exemple, des batteries électriques et de construire comme cela de nouveaux écosystèmes de TPE et de PME intégrés. Donc la contribution du secteur bancaire en un mot, c'est d'abord consolider la résilience du secteur bancaire qui a permis de porter tout cet effort de financement. Et le Maroc bénéficie d'un secteur bancaire très fortement régulé par la Banque centrale et qui en fait un benchmark dans la zone MENA. C'est deux, capitaliser sur l'expertise en matière de project finance qui a pu être cumulée tout au long de ces années en matière d'expertise, de structuration aux côtés des institutions locales et internationales. 3, c'est continuer à élargir les syndications avec des syndications qui vont être de plus en plus internationales vu la magnitude des financements à venir et avec l'implication des institutions multilatérales et des agences de crédit export. 4, je dirais également, c'est aller plus loin dans l'intégration des écosystèmes industriels, notamment autour de la batterie électrique, notamment dans le cadre des nouveaux projets industriels, sans oublier évidemment le domaine de la transition énergétique, dans lequel le secteur bancaire a été très fortement impliqué à travers l'offre de production énergie renouvelable, mais également sur lequel nous sommes à présent impliqués dans le cadre de l'accompagnement des PME, PMI et entreprises dans leur propre transition énergétique au regard des défis de la taxe carbone en 2026 en Europe et, du nécessaire verdissement des chaînes de production industrielle. La digitalisation également est un levier extrêmement important, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Youssef. C'était effectivement, le Maroc a d'ores et déjà commencé effectivement sa transformation et c'est un avenir brillant qui l'attend. Alors, on a parlé infrastructure, on a parlé mobilité, on a parlé tourisme, on va parler métier du sport éventuellement. Donc, autant de projets effectivement portés à grande échelle. Maintenant, le fait de vous avoir à mes côtés, il va être aussi important de mettre en lumière le rôle de vos entreprises et institutions dans ce changement qui va également continuer. Et à ce titre, Raoula, en tant que directrice du pôle stratégie et développement de la Caisse de dépôt et de gestion, pouvez-vous nous parler des initiatives stratégiques que la CDG prévoit dans le cadre de tous ces projets? Alors, déjà, il faut rappeler ce que c'est que la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion. C'est un investisseur de long terme, un opérateur qui va canaliser l'épargne publique, donc l'épargne des petits porteurs qui est collectée à travers le réseau postal, l'épargne des retraités qui est collectée à travers les régimes de retraite, pour la canaliser vers l'investissement dans des projets de développement économique et social. Avec cette casquette, nous avons trois modes d'intervention. D'abord, nous sommes nous-mêmes, à travers un réseau de structures dont nous sommes actionnaires, opérateurs dans l'investissement ou dans les projets d'investissement. Et nous nous identifions comme un enabler pour faciliter justement cette jonction entre le champ d'action des politiques publiques au sens strict et le champ d'action du privé avec ses exigences de rentabilité, de typologie de prise de risque, etc. Avec cette casquette-là, donc je disais, nous portons par exemple, on parlait des gigafactories, de l'investissement dans l'industrie, nous portons les parcs industriels intégrés qui sont des structures qui attirent justement ce type d'investissement, qui offrent un service premium, centralisé, dans les règles de l'art. Et c'est un investissement qui est fait par le groupe CDG, pareil pour les parcs offshoring ou pour les zones touristiques, par exemple, où on a agi pour le désenclavement de certains territoires en créant des attractivités touristiques sur place. Donc ça, c'est le type d'intervention que nous faisons, je dirais, en opérateur. Et puis nous intervenons aussi en tant que financeur à travers une casquette capital investissement. Notre branche CDG Invest est très présente dans le soutien à l'initiative privée et ça va de l'incubation au financement des startups jusqu'à la mid-cap et la grande entreprise. C'est une action qui est orientée justement pour favoriser l'investissement privé et l'encourager. Nous intervenons en financement type dette et encore là en complémentarité avec le secteur bancaire. Typiquement, le groupe a financé l'adduction d'eau entre le bassin du Sebou et le bassin du Bourg-Grax, qui a permis d'assurer l'approvisionnement en eau à la région de Rabat. Et c'était un projet particulièrement important et complexe qui a été porté par les pouvoirs publics et la région de Rabat-Salé-Kénitra. Le groupe a financé et cofinancé cet investissement
d'investissement significatif. Et encore une fois, je le mets avec la casquette de nous sommes un investisseur long terme. Nous avons une exigence de rendement et de prise de risque qui est différente de celle des autres acteurs privés. Et c'est avec cette casquette-là que nous adressons l'accompagnement au développement des politiques publiques. Un dernier point par rapport à ce vers quoi on s'oriente, donc going forward, par rapport à cet effort de transformation et aussi à cet agenda 2030, c'est se focaliser sur les 4 métiers que j'ai cités tout à l'heure, qui sont en fait les domaines d'avenir pour le Maroc, que sont le digital, la sécurité ou voire la souveraineté alimentaire et l'efficience énergétique. Sur le digital, nous orientons un petit peu nos efforts vers l'accompagnement de la stratégie de l'État sur la partie connectivité, donc infrastructure THD, HD. Également sur la partie souveraineté alimentaire, c'est l'enjeu de l'approvisionnement en eau et l'investissement dans le dessalement, l'accompagnement de ce type de projet. Il faut rappeler que la CDG a été un premier acteur, enfin un financement sur la partie dessalement, avec la première station de dessalement en 2018 à Agadir. Donc voilà, on se perçoit comme ce pionnier, cet enabler qui va aller dans des territoires qui sont peut-être nouveaux ou qui ne répondent pas forcément au couple rentabilité-risque exigé par le privé, mais qui est en complémentarité totale avec les politiques publiques. Merci beaucoup, Raoula. Et une très très bonne transition parce que vous parlez de privé. Et effectivement, donc on va revenir dessus, effectivement, mais la Coupe du Monde de 2030, c'est un événement d'envergure mondiale qui va permettre d'être une vitrine exceptionnelle pour le Maroc. Ça va être un moteur potentiel économique également. Mais parlons stratégie, on peut parler également obstacles et défis. Et Samia, quels sont les principaux défis que les entreprises du secteur privé peuvent rencontrer dans le cadre de ces projets? Au-delà des défis, je dirais, purement sectoriels de livraison, par rapport aux infrastructures à horizon 2030, que ce soit dans les BTP ou dans le transport ou dans l'infrastructure également hôtelière, je vois trois défis majeurs. Le premier est celui de gérer des grands flux à un instant ponctuel. Pour rappel, au Qatar, il y avait un stade de 90 000 places qui se remplissait en 30 minutes et se désemplissait en 30 minutes. Donc c'est la capacité aujourd'hui de tous les secteurs qui vont être en front dans l'organisation à pouvoir gérer ces flux, que ce soit au niveau du transport en termes d'organisation, en termes de cadence, que ce soit au niveau du tourisme en termes de, de capacité à gérer les taux de remplissage importants, et que ce soit aussi par rapport à toute l'infrastructure pour aller sur le digital de nos télécoms pour pouvoir gérer le flux. Donc ça, c'est pour moi un défi majeur. Le deuxième défi, c'est, je reviens sur le bon niveau d'investissement, ne pas surinvestir. Je pense que c'est très, très, très important. Pour rappel, je pense certaines anciennes éditions, en tout cas Coupe du Monde, notamment en Afrique du Sud, qui a vu des taux d'occupation baisser du jour au lendemain de 40% avec des investissements très importants. Et au Brésil aussi, donc avec 10%, voire 10 entre 30%. Tourisme et tous les commerces et tout, je dirais, tout l'écosystème de services qui a été créé. Donc pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir, le défi, c'est de pouvoir, je dirais, ajuster en tout cas tout l'investissement par rapport à ces enjeux-là. Donc, au-delà, encore une fois, des constructions, de l'infrastructure, on en parlera plus tard, c'est la formation et les services qui vont avoir autour, parce que nous serons amenés à gérer des flux extrêmement importants dans différents secteurs. Merci beaucoup, Samia. J'aimerais revenir maintenant sur un point. Fin septembre, on a la ministre, Madame Rita Mezour, qui a fait paraître du coup la nouvelle stratégie digitale du Maroc à horizon donc 2030. Et Youssef, j'aimerais que vous me parliez des innovations financières que Attijari Wafa Bank prévoit de mettre en place dans le cadre de cette transformation du pays. Merci beaucoup. Donc en réalité, les innovations sont multiformes. On a parlé tout à l'heure des opportunités. Je pense qu'en tant que secteur bancaire,
en tant que groupe Attijari Wafa Bank, présent dans une quinzaine de pays et qui est une dimension de banque universelle, nous avons comme enjeu d'accompagner la réalisation de cette masse d'investissements qui ont une dimension différente. Nous allons faire vraiment un saut de palier extrêmement important dans les enveloppes de financement dont on parle. Quand on parle d'hydrogène ou quand on parle de batteries électriques, on va basculer du dirham au dollar en matière de magnitude, de taille de financement, ce qui nécessite des ajustements au niveau des modalités d'approche et de structuration de projets, que ce soit dans les approches de PPP. Nous avons été dans les financements de près de 3000 MW d'énergie éolienne au Maroc au cours des dernières années sur des approches PPP, sur une certaine taille de projet. Aujourd'hui, il va falloir aller plus loin dans la structuration de ce type de financement avec des syndications beaucoup plus fortes, notamment à l'international, avec également probablement de nouveaux acteurs dans la syndication. Je pense notamment aux fonds de dette, par exemple, et à aller chercher cette profondeur au niveau des marchés financiers en embarquant dans les dynamiques de financement des investisseurs institutionnels qui vont, à travers les fonds de dette, rejoindre les consortiums bancaires et participer à l'effort d'investissement aux côtés des acteurs publics et des acteurs privés pour fédérer des consortiums qui soient le plus équilibrés possible. C'est réussir également le lien entre les investissements massifs dans l'infrastructure et l'investissement dans l'industrialisation et dans les écosystèmes. Parce qu'autour de ces investissements massifs, quand on parle d'hydrogène, d'énergie, de batterie ou autres, ce sont des enjeux en matière d'industrialisation des écosystèmes qui ont été bien réussis dans le cas de l'automobile ou de l'aéronautique, mais qu'il faut réussir dans les nouveaux domaines industriels qui sont ciblés. Et donc le rôle du secteur bancaire est vraiment d'accompagner les acteurs industriels dans cette industrialisation, que ce soit en termes de financement, que ce soit en matière de supply chain finance, de manière à sécuriser également à travers du reverse factoring, du confirming, la chaîne d'approvisionnement, d'assurer la fluidité des paiements, d'assurer la solidité financière des TPME qui graviteront autour de ces entreprises. Et c'est donc un enjeu d'inclusion industrielle extrêmement fort qu'il va falloir relever. C'est également un enjeu très important que celui de la transition énergétique, dont on doit mesurer l'importance et les défis pour les entreprises africaines, pour les entreprises marocaines. Et en tant que groupe bancaire, nous entendons vraiment accentuer l'accompagnement des ETI, des PME-PMI dans ce domaine. Les partenariats que nous avons avec la BPI nous seront certainement très utiles également à cet égard, puisque nous avons construit des parcours verts qui donnent de l'assistance, de l'accompagnement, de la formation à nos entreprises, de manière à pouvoir leur recommander des schémas d'implémentation d'outils d'efficacité énergétique, à charge pour la banque de les mettre en œuvre. Nous avons mis en place, à titre d'illustration, un fonds d'efficacité énergétique qui va pouvoir investir dans les entreprises. Donc la transition énergétique est un défi important. Le défi également de l'inclusion financière est très important pour les populations à travers le low income banking, à travers des initiatives comme la Maison de l'Entrepreneur que nous avons mise en place au sein de la banque et qui permet d'accompagner à titre gratuit, qui a accompagné sur les 5 dernières années 580 000 porteurs de projets à titre gracieux pour structurer leur business plan et venir ensuite vers le financement. Et puis vous avez parlé du digital. Le digital est une dimension transversale à tout ce que nous faisons à travers l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des chaînes d'approvisionnement. Et ce sont des investissements extrêmement importants dans la commande que nous pouvons faire aux startups, aux fintech et aux insurtech pour alimenter, parce que le plus difficile, c'est la première commande. Et nous essayons d'agir pour favoriser cette première commande. Et c'est également une démarche d'investissement puisque nous avons lancé un fonds d'investissement dédié à la start-up qui s'appelle Attijari Wafa Venture et qui a pour objectif d'investir dans les fintech et insurtech marocaines, africaines et européennes de façon à pouvoir impacter et accélérer les plans de digitalisation de la banque et de l'assurance. Merci beaucoup Youssef. Très clair, merci beaucoup à tous les trois. J'aimerais terminer peut-être par conclure une question pour laquelle je vais vous demander une seule réponse, donc un mot, un levier. Selon vous, quel pourrait être le levier sur lequel le Maroc doit mettre l'accent pour réussir ce pari de Mondial 2030 ? Un seul levier par personne. Je vais démarrer. Pour bien sûr plusieurs leviers, mais je dirais l'un des leviers qui nous semble important pour accompagner l'atteinte cette organisation et qu'elle soit, ça serait le capital humain, pouvoir anticiper
anticiper les besoins, former pour que l'ensemble, je dirais, des forces vives dans la PME notamment, qui soient en mesure aussi de participer à cet événement. Aujourd'hui, vous savez que on s'attend à presque aux alentours de 100 000 emplois temporaires créés pour l'événement durant cette période-là. Donc il est très important de pouvoir, et ce dans différents secteurs, notamment les services et tous les services connexes. Et c'est un élément aujourd'hui que nous mettons en avant au sein de la CGM, et nous souhaitons que ces opportunités profitent à l'ensemble du tissu entrepreneurial et notamment la PME marocaine. Merci Samia. Khawla, un levier? Alors juste, avant de dire le levier, dire que rassurer aussi par rapport à cette ambition d'organiser la Coupe du Monde et l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, les investissements que le Maroc va devoir entreprendre pour cette organisation ne sont pas superflus. C'est très différent de l'enjeu qui a été fait dans d'autres pays avant nous sur la Coupe du Monde. La vraie différence, c'est qu'un programme d'investissement qui était déjà là, qui allait prendre 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, on a un enjeu d'accélération sur ce programme. Et partons de là, donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas utiliser une fois la Coupe du Monde terminée, bien au contraire. Et partons de là, pour moi, le levier, et tu l'as cité Youssef, c'est de renforcer notre capacité d'exécution en PPP. Je pense que c'est clé, ce dynamisme des PPP, en termes de scale, en termes de démultiplication, de capacité d'investissement, mais pas que, aussi dans les phases gestion et opérationnalisation des infrastructures qu'il va falloir développer. Merci beaucoup Khawla. Donc capital humain, partenariat public-privé. Youssef, un troisième? Je rejoins totalement mes collègues. Talent, formation, entrepreneuriat, renforcement de capacités, construire des capacités sur la formation professionnelle, sur l'ingénierie. Nous avons aujourd'hui des vrais success stories. Quand on revient en arrière et quand on voit comment l'écosystème industriel autour de Renault a été construit, avec des talents marocains, avec un institut de formation qui est aujourd'hui l'un des meilleurs sites mondiaux du groupe Renault à l'échelle internationale, quand on voit comment dans l'aéronautique on a été capable de fédérer les talents pour faire du Maroc un acteur majeur dans ce domaine, je pense que nous avons aujourd'hui la base qui permet de le faire. Quand on voit aujourd'hui les initiatives qui sont prises au niveau de l'UM6P, au niveau d'un certain nombre d'institutions universitaires marocaines pour la mise à niveau des talents, nous devons accélérer d'une façon extrêmement forte, à la fois en direction de la formation universitaire, mais également en direction de la formation professionnelle, de la formation qualifiante, pour qu'à côté de l'emploi salarié, nous ayons également l'emploi non salarié et l'entrepreneuriat qui puissent se développer. C'est exactement la démarche que nous avons essayé de construire dans les maisons de l'entrepreneur, Dar al-Muqawil en arabe, puisque nous avons ressenti dans nos enquêtes de terrain qu'en réalité l'un des freins à l'entrepreneuriat, c'est le knowledge, c'est la capacité de construire un plan d'affaires, c'est la capacité d'être formé à la comptabilité, de ne pas mélanger la trésorerie de l'entreprise et sa poche, de pouvoir construire et de pouvoir challenger son business plan. Donc il y a du mentoring, il y a du coaching, c'est ce que fait BPI, c'est ce que nous essayons de faire également. Et donc autour de cela, la dimension transversale du capital humain ressort clairement et on a les bases nécessaires et les instruments à nous d'accélérer. Je vous remercie en tout cas tous les trois pour votre présence. Avant de laisser peut-être la place à une ou deux questions dans le public, je souhaitais remercier donc la présence du chef du service économique régional Vincent Toussaint qui a fait le déplacement de Rabat. Donc merci pour votre présence. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez transmettre? Je vous en prie. Donc je répète la question à voix haute. Donc le Maroc prévoit d'investir 25 milliards, c'est ça, de dirhams à horizon 2026 en formation, d'accord. Comment est-ce que les talents peuvent accéder à ça et comment l'information, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'information en tant qu'entreprise, en tant que centre de formation? Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux... je n'ai pas ces chiffres en tête, de 25 milliards en formation. La slide pour dans le cas de la stratégie digitale, peut-être.
le cadre de la stratégie digitale. Aujourd'hui, on a des véhicules de formation qui sont par exemple au FPPT. Certainement que ça doit être dans le cadre, donc c'est des appels d'offres qui vont être lancés, c'est des consultations qui seront lancées. Je dirais pour pouvoir y accéder, il faut rester en veille et suivre. Mais en tout cas, ça va se faire, on parle de PPP, mais ça sera certainement fait. L'OFPPT ne pourra pas tout prendre en charge. Le secteur privé a ses instituts de gestion, ce qu'on appelle institut de gestion délégué, c'est-à-dire chaque secteur forme pour ses besoins. Et certainement, il y aura des consultations en fonction des besoins en formation. Pour vous répondre je pense qu'il y aura des communications qui seront faites pour voir sur quel site ça sera diffusé. Mais je vous ai dit, ça c'est dans le cadre de la stratégie digitale, avec certainement en partenariat avec des instituts également spécialisés d'ingénierie et des écoles de la place marocaine. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce panel mondial 2030 Maroc, un futur champion économique en pleine accélération. On mise sur une finale sportive France-Maroc et que le meilleur gagne. Merci à tous. Merci.